Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission. Puisque vous le savez, l'heure de Bachelot, c'est l'émission où vous pouvez intervenir en direct, discuter avec nos chroniqueurs, nos invités. Notre numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, 01 41 41 10 20. Vous pouvez aussi donner votre avis avec un SMS au 4 26 26 ou m'envoyer un tweet avec le hashtag LHDB, l'heure de Bachelot, pour que je vous retrouve. Alors hier, les députés de la majorité ont gagné contre les technocrates de Bercy et fait reculer le gouvernement. Petite victoire peut-être, mais significative. On a vu d'abord le gouvernement supprimer pour 130 millions de mesures que Édouard Philippe avait annoncées le 14 novembre, puis renoncer à cette suppression 4 heures après. Alors, cafouillage ou retour à une démocratie parlementaire adulte? Pour en discuter avec vous, Françoise Debois. Bonjour Françoise, ça va? Roselyne, bonjour. Et vous, ça va? Tellement heureuse de vous retrouver. C'est la forme. J'ai l'impression, oui, que c'est... Mieux, ce serait indécent. C'est vrai. Voilà. Didier Bécher, bonjour. Monsieur, député La République En Marche des Yvelines. Sophie Menton, qu'on est heureuse de retrouver, heureuse. Chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique, qui est un mouvement de chefs d'entreprise. Et on attend évidemment Pantelan. Qui a proposé d'ailleurs la prime. Exactement, mais oui, proposé. Bravo. Oui, dites bien de vous, ça circule un jour, on ne sait plus d'où c'est venu. Et on attend évidemment Pantelan, votre éditorial dans Challenge demain. Et David Guin, bonjour monsieur. Bonjour madame Bachelot. Voilà. Chauffeur VTC, si j'ai bien compris, c'est que c'était peut-être vos problèmes capillaires qui étaient à l'origine du fait que vous gardez votre casquette. Vous êtes donc excusé, monsieur Guin. Vous êtes de votre métier chauffeur VTC et vous êtes militant des Gilets jaunes de l'Essonne. Alors, monsieur Guin, est-ce que vous vous exprimez sur notre plateau à titre individuel ou est-ce que vous avez derrière vous un groupe de Gilets jaunes? Est-ce que vous pouvez nous dire... Je vais vous expliquer tout ça en quelques mots. Je suis venu avec mon gilet jaune. Oui. Ça symbolise en fait quelque chose qui a suscité en moi en fait de pouvoir m'exprimer et avant tout je suis citoyen français, c'est pour ça que j'ai apporté mon drapeau. Oui, c'était pas tout à fait ma question. Je voulais savoir si vous étiez à la tête d'une association. Non du tout. Vous parlez donc à titre personnel. Ok. Non mais vous savez, sur un plateau où on fait une émission d'information et de débat, on a besoin de savoir si nos invités parlent à titre individuel ou s'ils ont une association et qui fait que leur parole n'est pas simplement c'est une parole collective. Bon, voilà. Donc on est tout à fait informé. On peut considérer cela comme un détail. 130 millions de mesures qui faisaient partie du paquet de 500 millions d'euros annoncé par le Premier ministre le 14 novembre, l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers, le relèvement du barème kilométrique, le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs. Évidemment, quand on compare ça aux presque 15 milliards lâchés en 3 fois, c'est l'épaisseur du trait. Mais Anne-Sophie Châtenay nous raconte le psychodrame d'hier. L'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires ou encore le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs. Hier dans l'après-midi, Matignon annonce la suppression de ces mesures prises il y a moins d'un mois pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Ce qu'on dit, c'est que si on supprime la taxe, on supprime aussi du coup les mesures d'accompagnement, on revient à un point de départ et on consulte les Français pour faire les choses dans le bon ordre avec eux et que les mesures qui sont prises à la fin leur correspondent. Mais très vite, au sein de La République En Marche, certains critiquent ouvertement ce revirement. Je pense que c'est une erreur. Qu'il faut plus d'accompagnement dans la transition écologique. 19h30, coup de théâtre, le gouvernement rétropédale, toutes les mesures sont finalement maintenues. L'exécutif a eu une discussion avec les parlementaires de la majorité qui ont considéré que par certains aspects, notamment pour accélérer le renouvellement du parc, notamment des poids lourds, sur la question du chèque énergie pour les plus précaires et maintenir cet élargissement, ça pouvait être des mesures utiles pour accélérer la transition et mieux accompagner les Français. Peut-être que cet aller-retour aurait pu être évité, je n'en sais rien. Officiellement pas de couac, mais l'exécutif reconnaît qu'il redoutait de ne pas être compris par les Français.
Alors finalement, on peut aborder cette question-là de façon, en rester un peu à l'anecdote, c'est-à-dire un couac, ça c'est certain, mais aussi le fonctionnement normal d'une démocratie parlementaire qui doit retrouver des couleurs. Bon, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est finalement la mise en lumière de la complexité de la mise en œuvre de décisions politiques dans un État suradministré où l'effet domino est permanent, c'est-à-dire on tire un petit truc de 130 millions, puis on s'aperçoit qu'il y a des, en quelque sorte, des réactions en chaîne. Alors, Françoise de Gois, vous voyez, ça peut être une anecdote, un psychodrame, un cafouillage, une avancée démocratique. Françoise, je devine ce qu'elle va me dire, mais quand même, elle va le dire elle-même. Oui, je vais le dire, mais en réalité, ça dit beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe au sein des gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire au sein de l'Élysée, au sein de Matignon. Ça dit véritablement quelque chose qui est déboussolé. Parce qu'il est vrai qu'il y a une bataille qui se joue entre Bercy, la technostructure, mais que moi je méprise pas parce qu'elle fait aussi partie de ce qui fait la qualité de la France, et la fonction politique. Elle a toujours existé. Là, on voit bien que vous avez Bercy qui essaie de faire les fonds de tiroir en disant bon, il faut récupérer. Ils font tourner les ordinateurs. Ils font tourner les ordinateurs, etc. Et puis vous avez la fonction politique, c'est-à-dire cette annonce, cet aller-retour qui est assez désastreux sur le plan politique, parce que il serait seul et unique, mais il vient après 3 semaines et demie de conflit, après un cafouillage, un sentiment de bricolage. Je ne sais pas si c'est bricolé, mais en tout cas, ce sentiment de bricolage. Alors, ça pourrait être anecdotique, mais ça dit surtout une forme de déboussolement au niveau de l'État. C'est normal, ça arrive à tous les gouvernements, à beaucoup de gouvernements. Deuxièmement, est-ce que c'est le retour de la force du parlementaire ? Moi, j'ai le sentiment, je ne vais pas parler au nom du groupe de La République En Marche, mais ce que j'entends et ce qui me revient, c'est que je crois que les députés de La République En Marche en ont un peu marre d'apprendre les choses par les journaux, d'apprendre les informations par les dépêches AFP. Ce groupe, vous me direz probablement le contraire, n'est absolument pas tenu. Je pense que le président du groupe, Gilles Legendre, qui a montré aussi sa capacité à faire de l'humour en expliquant on l'appelle maintenant le gendre idéal. Le gendre idéal, oui, mais on l'appelait déjà comme ça avant quand il était journaliste. Et là, je veux dire par là qu'il a montré une limite dans la communication. Je pense que ça dit aussi une révolte du groupe par rapport, comment dirais-je, à Matignon, et puis par rapport au fonctionnement de ce groupe qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Alors, la parole est à la défense, Didier Bécher, puisque vous êtes député La République En Marche des Yvelines. Je pense qu'on a une vie beaucoup moins romanesque que celle que vous décrivez. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on assiste là à un vrai retour du terrain. Et c'est ça qui est essentiel. Je pense que ces dernières semaines, on a montré, en tout cas les parlementaires, qu'on faisait notre travail, qu'on connaissait les réalités par les gilets jaunes qu'on a reçus et tous les gens qu'on voit dans nos permanences depuis des semaines. Il n'était pas question, à un moment donné, je pense qu'on était plusieurs à s'exprimer sur... Après, attention, 130 millions, c'est pas l'épaisseur du trait aussi simple que ça. Je pense que trouver l'argent, ça reste l'impôt des Français. Hein. Donc ne laissons pas croire que, tiens, Bercy, on va trouver de l'argent. Oui, voilà. J'ai posé la question. Quand il faut faire l'équilibre budgétaire, la France est en déficit, donc attention. Voilà, maintenant, quand vous faites une négociation, moi j'ai été 20 ans DRH, je ne crois pas qu'en cours de route, vous changez les règles du jeu. Nous avons annoncé des choses pour sortir d'une crise, on tient nos engagements, et je crois que la réaction des parlementaires a été très très saine. Passé inaperçu aussi cette nuit, vous savez, on a sorti l'huile de palme des biocarburants. Donc on joue notre rôle. On joue notre rôle. C'est au moins la vertu de cette crise des Gilets jaunes a au moins changé quelque chose dans votre comportement à l'égard, pas le vôtre, hein, le comportement général à l'égard des Français, en tout cas ce sentiment-là. Je pense que ce rôle est méconnu. Je pense qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à cette démocratie parlementaire. On fait un travail de fond qui est long, pénible parfois. On est dans cette discussion du budget qui fait... On reste un peu trop dans la salle des 4 colonnes à attendre un micro. Oui, enfin le budget c'est 5h45. Le vote ce matin, voilà. Enfin bon, je pense qu'on n'a jamais autant siégé. Alors, je précise d'ailleurs que je pose la question sur Twitter. Vous savez que tous les jours, je fais un petit sondage et je donne le résultat à la fin de l'émission. J'ai posé la question. Hier, les députés de la majorité ont fait reculer le gouvernement. J'ai proposé plusieurs réponses. On les a élus pour ça. Ce sont des démagos. Un manque moi. On va attendre la réponse. Et on attendra. Qui a formulé les questions? C'est moi. J'adore. Je suis un esprit... Une anarchiste de droite. Voilà, nous avons je suis un esprit pervers, Françoise, vous savez bien. Alors Sophie, bon... Oui, moi je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord avec Françoise. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, en fait, c'est quelque chose de simple. On avait fait des exemptions, un chèque, etc.,
parce qu'on avait instauré effectivement une taxe supplémentaire. On enlève la taxe, pourquoi on aurait laissé les avantages? Excusez-moi, il y avait une logique imperturbable. Je veux dire, on avait mis en place des éléments pour lutter, effectivement, on n'aurait pas dû faire cette taxe, c'est un autre problème, elle était là, on fait ce qu'il faut, un chèque particulier, etc. On l'enlève. Un accompagnement. On enlève la loi, maintenant on laisse l'accompagnement. Excusez-moi, alors, ce que je vois là-dedans, et c'est beaucoup plus grave, c'est qu'on a perdu la logique, on a perdu tout ça parce que le gouvernement, j'ai l'impression, est extrêmement déstabilisé. Vous êtes d'accord avec moi? Déboussolé, ça s'appelle. Pardon? C'est déboussolé, ça s'appelle. On est d'accord. Voilà. Totalement déboussolé par ce qui se passe. Je pense qu'ils sont estimables parce que je crois une chose en tout cas, c'est que le président de la République... Quand vous dites ils sont estimables, c'est les ministres ou les députés? Les deux. Les deux, très bien. Les deux. Non, les députés, ils ont été élus, ils font ce qu'ils peuvent, et le gouvernement aussi. Bon, alors, comme compliment, on a trouvé mieux. Ouais. Surtout sur la transition écologique, je crois que honnêtement. Je ne suis pas encore au compliment. Ils ont fait énormément de bêtises, mais ce gouvernement veut réformer. Il a un cap, il avait le bon cap, il l'a pris à l'envers. Je veux dire que sur énormément de réformes, ils ont fait les choses à l'envers. Ils ne se sont pas rendus compte, qu'il fallait expliquer les missions régaliennes, les dépenses de l'État. Ils ont commencé à réformer en se disant on va redonner du souffle. Et les entrepreneurs en sont confiants. Parce que si tout ce qui se passe là, et cette espèce de révolte, c'est parce que le président de la République a pensé qu'il fallait d'abord redonner de la liberté aux entreprises pour créer de l'emploi. Et donc, effectivement, les entreprises allaient mal, étaient bridées, donc il s'est occupé des entreprises. Il a pensé que c'était le nerf de la guerre. Il a probablement fait les choses un peu à l'envers, effectivement, d'où d'ailleurs la suppression de l'ISF qui n'a aucune importance et qui est très bien, mais qui est symbolique dans les deux cas, et qui effectivement a mis les gens hors d'eux parce que on supprimait l'ISF et il y avait un manque de pouvoir d'achat. Mais voilà. Alors, écoutez, Sophie, on reviendra vers vous. Moi, j'ai envie d'entendre David Guin. Vous êtes chauffeur VTC, gilet jaune, vous habitez l'Essonne. Comment vous voyez ce débat, vous, du terrain? Parce que vous êtes sur le terrain, vous avez amené votre gilet, votre drapeau tricolore. Votre casquette. Vous en voulez ma casquette, madame? Moi, je comprends, on a froid dans les carrefours. Vous laissez pas perturber par Sophie Menton, qui est un esprit pervers. David Guin, vous voyez ça comment? Vous pensez que c'est finalement une bonne chose que les députés se rebellent contre le gouvernement? Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des engagements. Aujourd'hui, ils sont quand même, ils représentent les citoyens. Et à partir de là, lorsqu'on prend des engagements, il ne faut pas retourner en arrière et puis encore retourner en arrière 4 heures après. C'est quand même des personnes qui ont un devoir. Moi, quand j'entends monsieur qui me dit qu'ils ont siégé 5 heures et quelque chose, moi, je travaille 39 heures, voire 50 heures par mois, par semaine. Et je vais pas vous dire que c'est bien, c'est tout à fait normal. Non, mais il ne s'est pas plaint. Non, il ne s'est pas plaint. Pas se plaindre, mais je veux dire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de rester 5 heures assiégé. Bon, peu importe. Mais à partir de là, il y a quand même des engagements qui ont été pris. Je pense qu'il faut les tenir. C'est une petite goutte d'eau par rapport à ce qui est aujourd'hui demandé. C'est comme l'augmentation des 100 euros, qui aujourd'hui, il y a des mesures, enfin, il y a des petites choses. On pensait que c'était vraiment 100 euros brut tout de suite sur le salaire. En fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours des petites lignes, comme les contrats avec des petits... Alors, on va entendre Marine Le Pen, justement, qui dit, écoutons-la, sur cette affaire de la complexité des mesures. On s'aperçoit qu'en réalité, en passant par la prime d'activité, il n'y a probablement que 50% des gens qui aujourd'hui touchent le SMIC qui vont pouvoir bénéficier de cette prime d'activité parce qu'il y a toujours 2000 cases qu'il faut cocher et qu'en France, on ne coche jamais toutes les cases pour pouvoir bénéficier des mesures qui sont mises en œuvre. C'est très compliqué. En tout cas, la preuve, c'est qu'au départ, on nous a dit tous les salariés vont la toucher, puis après c'était 25%, et puis après c'était à nouveau tous les salariés, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est 50%. Bon, donc c'est compliqué. Alors, Didier Bécher, c'est très démago. Je veux dire, à un moment donné, ce qui intéresse, c'est la justice sociale. C'est pas de donner 100 euros à des personnes qui, dans leur foyer, n'en auraient pas besoin. On va pas s'amuser à donner 100 euros à tout le monde si vous êtes un foyer. On a vu en faisant ces statistiques que vous aviez 10% des gens qui touchaient le SMIC qui étaient dans les foyers les plus. Non, mais je sais pas votre cas particulièrement. La prime d'activité. En fait, on parlait d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à verser un salaire. Si je commence en fait à verser. Vous êtes à votre compte? Oui, je suis à mon compte, madame. Les indépendants sont
sont concernés par la prime d'activité. C'est très compliqué. Vous avez déjà demandé la prime d'activité ou pas? Alors Parce que c'est un vrai sujet. Bien sûr, mais j'ai fait des démarches et la prime d'activité, je n'y ai pas droit. Parce que vous gagnez trop? Si vous voulez, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que moi, je suis à mon compte, mais je vais voir une assistante sociale pour qu'elle puisse m'aider au quotidien. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme vous, en fait. Bien sûr, des travailleurs. Je ne savais même pas qu'on avait le droit à ce genre de choses, parce que j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans, sans aucun diplôme. Après, ce que je déplore, c'est voilà, ça touche pas l'ensemble des citoyens. Je parle pas que forcément des gilets jaunes. Ça répond pas. Toutes les mesures qui ont été prises, pour moi, c'est pas assez important par rapport à la vie quotidienne des smicards. Je comprends très bien, c'est intéressant, mais on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Non, Moi, je parle de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, c'est vous qui générez votre boulot. Non, mais c'est important parce que c'est pas, vous ne payez pas d'impôts, c'est normal puisque vous gagnez pas assez, pas d'impôts. Et en revanche, il n'y a pas de patron qui vous verse un salaire insuffisant. Donc c'est votre travail qui ne génère pas suffisamment. Bien sûr, parce que la concurrence, déjà, regardez Uber. Ah oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais ça regarde pas le rationnel de la problème économique, ça. Juste pour porter un petit carton jaune, parce qu'au fait, Uber, aujourd'hui, on voit qu'il y a une concurrence totalement déloyale. Le monde change. Le monde change, c'est certes, mais il ne va pas dans le bon sens. Alors, pour revenir sur les familles, parce que vous avez soulevé un point qui est important déjà dans cette opération. Parce que les gens ont besoin de comprendre qui va toucher quoi. Dans cette opération, en élargissant, parce que là, vous avez 1,2 million de mémoire de Français qui vont toucher de la prime d'activité qui n'en touchaient pas aujourd'hui. Donc la première chose qui est importante, c'est qu'il faut faire la demande. Il y a beaucoup de gens, et ça je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter là maintenant, mais je pense que dans les mois qui viennent, cette histoire de l'universalité des prestations, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Parce que si vous ne savez pas que vous avez un droit, vous ne pouvez pas le demander et vous en bénéficiez pas. Aussi parce que la prime d'activité, elle a l'avantage de toucher les indépendants et les fonctionnaires. D'accord, donc toutes les hypothèses qui ont été faites, vous savez, il n'y a pas que les salariés. Non, à un moment donné, en étant indépendant, je l'ai demandé, on m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Peut-être que vous êtes juste au-dessus. Et quelle était la raison? Par contre, il faudra la redemander puisque vous avez. Je vais la redemander parce que d'après c'est depuis septembre dernier qu'elle a été mise en place. Mais vous savez, c'est bien toutes ces mesures, c'est bien de faire des aides. Mais moi, je pense que les Français avant tout, ce qu'ils attendent et les citoyens qui sont dans la difficulté, c'est pas des aides. Moi, j'étais sur le terrain, j'étais à toutes les manifestations et on m'a dit une chose: je veux pouvoir régler mes impôts, je veux pouvoir régler ma nourriture, je veux pouvoir régler mon loyer. Et aujourd'hui, on est à 1 185 € net. Si on fait le calcul et si on prend les prix moyens, on a quand même des économistes en France qui sont capables de calculer tout un tas de choses. Faites le calcul d'un salaire moyen, d'un loyer moyen, faites le calcul de tout ça, on n'est pas à 1 185 €, on est loin de tout ça. Est-ce que M. Guin a finalement le choix aussi de passer par la prime d'activité? C'est qu'il y a des entreprises qui peuvent véritablement augmenter les salaires. Bon, Total donne une prime de 1 500 € à tous ses salariés, augmente les salaires de 3,1%. Ça, bon, ils le font, c'est très bien, ils pourraient peut-être même faire plus. Bon, parfait. Mais il y a aussi le tissu économique de la France, avec des entreprises où quelquefois le patron gagne moins que ses employés et la femme travaille gratos à faire la compta, la fiche de salaire. Regardez l'ensemble des mesures. Ce qui est important, c'est la combinaison de l'ensemble des mesures. Alors justement, passer par la prime d'activité, c'était aussi permettre de sauvegarder des petites entreprises. Si j'ai bien compris, c'est ça la logique. Il y a une logique dans les trois mesures. La prime d'activité ne touche pas les entreprises, c'est un soutien direct aux familles avec de la justice sociale. La prime défiscalisée, évidemment, on a parlé de 1 000 €, on dit 1 000 €, 1 000 €. Mais tout le monde. Non, mais bien sûr, c'est une très bonne initiative. Mais ceci dit, toutes les entreprises déjà sont pas obligées de donner 1 000 €. Celles qui peuvent le faire. Il y en a qui peuvent pas. Mais c'est plafonné pour défiscaliser. Et il y a les heures supplémentaires. Je veux dire, peut-être qu'une entreprise qui va pas avoir les moyens de donner une prime de fin d'année, la fameuse prime de 1 000 €, pourra utiliser la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, mais pour mieux rémunérer ses salariés. La réalité, si vous voulez, ce qui est intéressant, ce que vous dites, on va pas recommencer sur les mesures, sur la CSG. Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, les gens, ils ont besoin. Ils ont besoin absolument de savoir sur la prime d'activité, sur la CSG. Je suis d'accord. Sur la CSG, ça a l'air très compliqué également. Les retraités, aujourd'hui, à mon avis, là où vous avez raison, Roselyne, ils sont noyés. Est-ce que j'ai droit? Est-ce que je vais continuer à payer? Est-ce que je fais de l'avance de trésorerie pour l'État? En réalité, ils vont avoir à rembourser les retraités. Mais non, mais vous imaginez, après, il y a des remboursements. On sait très bien que c'est pour faire glisser les bilans de l'État, donc c'est pas le problème. C'est pour faire glisser les chiffres, etc. La réalité, mais attendez, le tableau général donne un sentiment, comment dirais-je, qui ne peut pas créer la confiance et le choc de confiance
confiance qui est demandée et qui est nécessaire. Il ne peut pas y avoir de choc de confiance à partir du moment où tout est flou, tout est gris, et à partir du moment où il y a un décalage entre la parole très affirmée d'Emmanuel Macron, j'augmente le SMIC, 200 €, vous savez, c'était cadré, sobre, sujet, verbe, complément, et le bazar général. Le bazar général. Mais c'est qu'on est dans un état. On est dans un état très complexe. Ce qui est intéressant, c'est ce débat. Tout mettre sur le dos de Emmanuel Bercy Macron avait fait paraît... 35 minutes de débat en expliquant tous les cas. Bercy obéit. C'est vrai que on a voté un budget l'année dernière. Il y a un effet domino dans un État super administré. Mais je suis très d'accord avec vous. On a voté un budget avec des engagements sur la CSG. Pour retirer un effet qu'on a voté, il faut que vous changiez le système. Et derrière, il y a effectivement toute l'administration. On peut le déplorer. Mais c'est ça qu'il fallait commencer par ça. L'administration, elle doit mettre en place un nouveau système. C'est complexe. Vous savez que si vous y étiez pris à temps, si vous aviez écouté dès le début tout ce que tout le monde vous disait, y compris Chantal Joanneau, qui est la responsable de la Commission nationale du débat, qui vous a fait un rapport il y a 3 mois, après des centaines de consultations, en expliquant attention, augmentation de la taxe des carburants, sujet explosif. Rien n'a été écouté. Donc la réalité, c'est qu'on se retrouve au pied du mur, à 3 semaines et demie, avec un président de la République c'est à son honneur, qui bricole, en tout cas qui boucle des mesures. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais si, mais c'est la réalité. Il n'a le droit de pas être d'accord. On conclura avec M. Gain. 3 semaines pour réagir et on accède à quasiment l'ensemble des revendications. Non, parce que la revendication démocratique... Non. Allez, Françoise, s'il vous plaît, vous laissez parler M. Becher. Qui était le lancement de la grogne des gilets jaunes, et on lance la concertation pour continuer à transformer. Parce que ce débat... qui se réduit à 2 mois. Je ne sais pas comment vous allez arriver à... Il n'y a pas besoin de concertation pour réformer ce qui est réformable. Comme je suis poli, je ne mets pas le... C'est très français. Donc du coup, on lance un truc, puis alors ce serait mieux de rien faire parce que ça ne doit pas se faire. On lance une concertation alors qu'il faut les citoyens vont s'exprimer. Vous êtes en stéréo les uns sur les autres. Moi, on va conclure cette première partie avec Monsieur Gain. Est-ce que finalement, il y a un non-porteur. Les Français n'y comprennent plus rien. C'est ça qui est. C'est ça. Voilà. Même comme les mesures de M. Emmanuel Macron, tout à son honneur, comme vous l'avez dit, qu'il l'a fait. Ça s'est robotisé pour moi. J'ai pas accepté en fait la manière dont il l'a fait. Et si on vient à parler du carburant, on voit bien que là dernièrement, il y a eu une information qui a été donnée. Les producteurs d'or noir, vont ralentir la production pour que ça remonte à la pompe. Donc encore heureusement qu'il y a quelque part un certain sentiment de révolte, parce qu'on en serait combien à la pompe là? Alors bon. On va revenir, on va continuer dans un instant. On a un petit problème technique sur les tweets et les SMS. L'équipe technique se bouge pour me remettre un peu tout ça en route. La pause va être bienvenue. Je rappelle que le téléphone, lui, marche très très bien. C'est le 01 41 41 10 20. Et oui, et ça va être le moment d'intervenir dans un instant. Petite pause de 2 minutes pour se reposer, justement. À tout de suite. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Découvrez la Peugeot 208 et son freinage automatique d'urgence. Seulement si vous en avez besoin. Et sa caméra de recul. Ah mais non Sébastien, tu devais regarder l'écran. Je suppose qu'on peut aussi oublier le parc assist. J'ai rêvé ou t'as touché? En ce moment, la Peugeot 208 avec ESP, 6 airbags, régulateur de vitesse et climatisation est à partir de 9 990 €. Ce n'est pas une brique. Ce sont leurs rêves les plus fous. Appartement insonorisé, séjour traditionnel chez l'habitant, villa pour toute la famille, des millions de maisons et d'appartements uniques pour faire votre choix. Réservez votre prochaine histoire. Success without integrity means nothing. Every hour, every day, be the man of today. Boss Bottled. Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt dans les chocolats les plus raffinés. Vivez toute la féerie de l'instant pour des fêtes éblouissantes.
Illuminez vos fêtes avec Champs-Élysées de Lindt. Lindt, maître chocolatier suisse. Doris. Monsieur Potier. Vous êtes seule. Ça m'inquiète. Non, j'ai quand même quelques petits rendez-vous. Oh, pour le travail. Ah. Vous êtes seule pour la paye et les RH, seule pour surveiller les évolutions légales. Si vous absentez, c'est nous qui serons seuls. On a Nibélis, monsieur Potier, donc on n'est plus jamais seuls. Leurs experts nous accompagnent chaque jour, leurs juristes nous épaulent et ils prennent le relais si jamais je m'absente. On est déjà demain, monsieur Potier. Demain, Doris, j'adhère. Nibélis, demandez-nous demain. Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Que l'on ait encore besoin de soutien, ou que l'on soit prêt à voler de ses propres ailes, la joie du sport nous réunit tous. Ce Noël, offrez la joie du sport. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, il y a quelque chose de magique dans un instant Lindor. Passionnément fondant, Lindor, par les maîtres chocolatiers Lindt. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. À tous les curieux, à vous qui méritez un Noël pas comme les autres, à ceux qui veulent réveiller le réveillon avec des cadeaux jamais vus, vivez un Noël plein de surprises sur Fnac.com et dans les magasins Fnac. Et sous le sapin, sortez des clichés avec l'Instax Mini, disponible toute l'année à la Fnac. Fnac, c'est bon d'être curieux. On peut toujours compter sur la nature. Ou sur L107, un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des diarrhées passagères, vomissements sans fièvre, spasmes et douleurs abdominales. En complément des mesures diététiques réservées à l'adulte en automédication. Laboratoire Lenning. Ce n'est pas une brique. Ce sont leurs rêves les plus fous. Toutes vos boissons préférées en un clic. Tassimo, une touche de bonheur. Et en ce moment, découvrez les nouveautés Tassimo avec l'offre spéciale Noël. La machine à café Happy plus 64 cafés Tassimo vous reviennent à 39 € seulement. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour. Jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros. Et il sera remporté ou partagé entre tous les gagnants. Grand loto de Noël, 15 millions d'euros à gagner le mardi 25 décembre. FDJ. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeuble.fr. Uniquement avec Costa. Profitez d'un tout compris à la puissance 2. En ce moment, à partir de 699 € seulement. Votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com.
Et oui, on se retrouve après la pause. Mes pauvres amis, si vous saviez, j'ai un mal fou à rétablir la paix sur ce plateau. Les femmes sont en train de se crêper le chignon. Heureusement que les hommes mettent un peu de paix. Le député La République En Marche et le gilet jaune. Non, mais je sais plus. Alors, je rappelle la problématique parce que je reconnais que c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? Le gouvernement a voulu annuler pour 130 millions de mesures qui avaient été annoncées par le Premier ministre il y a à peine un mois, le 14 novembre, et ces mesures ont été rétablies à la demande des députés La République En Marche. Donc les mesures finalement n'ont pas été supprimées, mais elles ont été rétablies, parce qu'on a entendu au téléphone qu'il y avait une certaine confusion, mais vous êtes excusés parce qu'effectivement c'est pas simple. Et on a Claude qui est un homme des Alpes-Maritimes. Bonjour Claude. Allô ? Oui Claude, vous avez la parole. Oui, bonjour Roselyne, je salue vos participants à l'émission. Bonjour Claude. Et j'apprécie énormément votre émission et j'essaye de vous joindre chaque jour, mais c'est vrai que... on a beaucoup de monde. Alors c'est à vous Claude. Vous voyez comment le psychodrame d'hier, vous, et le rôle des députés ? Écoutez, le psychodrame d'hier, à mon avis, il est tout simplement la résultante de quelque chose qui est la réaction de l'homme. Vous savez, les députés de La République En Marche, en l'occurrence, évidemment, ce sont des politiques. Ils ont souvent des capacités, des stratagèmes à défendre des actions. Arrivé à un moment donné, quand on propose ce qui avait été donc décidé par Édouard Philippe, à savoir de supprimer une proposition qui avait été évoquée il n'y a que 3 semaines, je pense que les députés se sont dit, et parce qu'ils sont politiques, mais ce sont aussi des hommes, et à un moment donné, il faut qu'ils puissent se regarder dans la glace. Je me dis qu'à un moment donné, sans être en opposition, sans que ça soit une rébellion contre le pouvoir, ils se sont dit là, Monsieur Philippe... Quelque part, je vais dire un gros mot, mais on nous prend pour des cons. C'est à peu près ça ? Là, on finit par ne plus pouvoir expliquer aux gens que... Oui, mais Claude, pardonnez-moi Claude, mais est-ce que... C'est Sophie Monton qui vous interroge. Oui, il faut quand même bien redire. Je comprends, c'est vrai, ça n'aurait pas été compris, je comprends tous vos arguments. Cela dit, ce qu'il a supprimé, c'était une réponse à une taxe qui elle-même a été supprimée. Il y avait une logique là-dedans, il faut quand même le dire. On avait donné des avantages, oui ou non ? Je ne suis pas d'accord avec vous sur la manière de présenter les choses. On laisse parler Claude et je passerai la parole à Didier Bécher. Parce que vous voyez comme c'est compliqué. Claude, reprenez la parole. Si vous me permettez, je vais vous donner une position qui est la mienne et qui est une anecdote qui est rigolote. Vous savez, la République En Marche, que ce soit les députés, les ministres et autres, ont défendu pendant autant de temps qu'ils l'ont pu le fait que cette taxe sur les carburants était mise en place pour protéger la santé humaine et qu'elle était potentiellement la cause, enfin le problème du diesel était potentiellement la cause de 60 000 décès par an. Or, donc, puisqu'on supprime la taxe, je pourrais vous dire, M. Macron va tuer 60 000 personnes. Didier Bécher. Le point de Claude est très important. De dire, on a mis ça en place pour ça. C'est pas vrai qu'il va tuer 60 000 personnes, parce que, c'était un argument de défense politique, et donc, c'est pas parce qu'on supprime la taxe que les taxes sur les carburants ne sont pas énormes. Alors, Didier Bécher, député de La République En Marche, Claude des Alpes-Maritimes. Sur la transition écologique, moi, ce que les Françaises et les Français sur les ronds-points, les gilets jaunes nous ont dit, c'est pas qu'ils en avaient rien à faire de la transition écologique. Donc ça me semblait très important de se battre hier pour que les mesures qui étaient en faveur de cette transition, des mesures changer sa voiture, les isolations de fenêtres qu'on a rajoutées, etc., puissent continuer à exister. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés avec votre pouvoir d'achat, on ne va pas en plus enlever les mesures concrètes qui vous aident à changer votre chaudière au fioul, à changer votre voiture. Oui. C'est du bon sens. Oui, notre négociation, aussi, elle était de bonne foi. C'était de la politique aussi, Bruno. Vous ne pouvez pas avoir martelé pendant des semaines comme argument que vous mainteniez la taxe. Il s'appelle Didier. Non, pardonnez-moi. C'est pas grave. Non, pardonnez-moi. D'avoir maintenu que vous mainteniez la taxe pour des raisons écologiques et supprimer ces mesures qui, à l'évidence, elles sont essentielles. Ça veut dire qu'on peut avoir raison logiquement
comme le dit Sophie, est absolument tort politiquement. Que vous discutez pas entre vous. Claude, vous êtes d'accord? Oui, avec Claude des Alpes-Maritimes et qu'il a envie qu'on lui cause à lui. Mais Claude a très bien expliqué le problème de la rationalité des chiffres. C'est-à-dire que peut-être là où nous avons péché, voilà, on a essayé d'être rationnel, d'expliquer avec des chiffres comment dépenser l'argent des Français. Et on touche pas le cœur. On touche pas le cœur des Français. Et moi, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce que dit Claude également, c'est que vous travaillez dur et votre travail ne paye pas suffisamment au bout. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a entendu très clairement. Les mesures qu'on prend, c'est pour ça. Un mot pour conclure avec Claude, et je vous passe tout de suite la parole. David, qui ne s'appelle pas Bruno, mais qui s'appelle bien David Guin. Moquez-vous de moi, Roselyne non, mais ça va. Vous avez passé des émissions entières à appeler des femmes qui s'appelaient Florence, les appeler Jocelyne. Donc, oui, c'est ça, voilà, très bien. Claude, vous savez, remettez un peu d'ordre sur ce plateau. Sur ce plateau. Claude, alors, bon, vous demandez finalement des éclaircissements du gouvernement sur tout ça, si j'ai bien compris. Non, si vous me permettez, pour répondre aux députés de la République En Marche, si vous me permettez, le problème de l'écologie, et là je reprendrai effectivement un petit peu les propos de Nicolas Hulot qui avait dit le problème de la fin du monde, c'est peut-être un gros souci, mais c'est pas le problème de la fin de mois. Et qui plus est, le problème de écologique aujourd'hui, c'est comme le pouvoir d'achat. Je voulais vous citer parce que depuis des semaines, nous entendons en particulier et pratiquement exclusivement les députés de la République En Marche que le problème du pouvoir d'achat, ça remonte à 20, 30, 40 ans. Non, ça remonte à 16 ans. Ça remonte uniquement à 16 ans. Ça a été, alors je ne suis ni pour ni contre, je ne suis pas suffisamment économiste pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est la création de l'euro. Il faut savoir que la création de l'euro a créé un problème de pouvoir d'achat beaucoup plus important. Et aujourd'hui, vous avez des prix qui ont augmenté de 2000% avec l'euro. Et les gens qui vivaient avec le franc avant s'en sortaient à peu près. Aujourd'hui, l'euro a détruit. Vous saviez, il y a 15 ans en arrière, dans les 16 ans, puisque c'est avant l'euro, on disait il y avait des journées tout à 1 franc. Maintenant, c'est tout à 1 euro. Sauf que Là, oui, je pense qu'on ne peut pas avoir, Claude, sur cette affaire du pouvoir d'achat, une réponse univoque. L'euro, pourquoi pas? Les avantages, c'est pas tout à fait le sujet, le sujet du jour. Il y a eu aussi les 35 heures, où il y a eu une modération salariale due aux 35 heures que Martine Aubry avait annoncé. Et puis aussi le fait qu'il y a des dépenses nouvelles dans les budgets des familles qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc il n'y a pas une seule réponse, Claude, sur cette affaire. En tout cas, merci d'être intervenu. N'hésitez pas à vous rappeler. On a des auditeurs qui interviennent régulièrement. Moi, je voulais passer la parole à David Guin, qui ne l'a pas encore eu dans cette deuxième partie, parce que finalement, sur cette histoire du prix des carburants, de la transition écologique, vous êtes au volant de votre voiture, c'est votre métier, vous êtes chauffeur VTC. Comment vous voyez les choses se dérouler? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans votre métier? Déjà, peut-être une égalité entre le métier du transport, qui sont les taxis, on l'a évoqué, cette déduction qui pouvait être faite sur le carburant. Déjà, c'est une première chose. Après, l'écologie, oui, on est d'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je l'enseigne à mes enfants, je les éduque. Déjà, je pense que ça doit aussi passer par la famille. La transition écologique, déjà, de plus jeune âge, je pense qu'il faut passer par là, même dans son moyen de déplacement. On peut prendre aussi, peut-être, pour exemple, la Hollande, qui se déplace beaucoup en vélo. Il y a quand même... ils n'inventent rien. Enfin, il n'y a pas tout à fait la même structure. Non, pas la même structure. Mais on a quand même une certaine... D'abord, c'est tout plat, la Hollande. Oui, mais alors du vélo... Oui, puis on a un territoire qui est très hétérogène. Il faut... Bien sûr, on ne pourra pas se déplacer qu'en vélo. Mais il y a une transition qui doit être faite, j'en suis certain. Effectivement, comme le disait Claude, l'intervenant, ça ne boucle pas forcément les fins de mois. Il faut absolument qu'il y ait des choses faites, c'est sûr. Après, de prendre l'écologie pour des éventuelles augmentations sur le carburant, enfin, clairement, il y a peut-être d'autres choses à faire par rapport à ça. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le grand problème de notre pays, c'est qu'il y a eu une désindustrialisation massive, c'est qu'on a un vrai problème de formation professionnelle, on a un vrai problème pour augmenter les qualifications, et que
la vraie réponse, elle peut pas être, elle n'est qu'une réponse d'attente, l'augmentation de la prime d'activité, même si on l'avait mis à 200 ou à 300 euros. C'est pas un projet économique. C'est pas un projet économique, ça. Mais on y répond. C'est un sparadrap quand même. On y répond, indirectement. Encore une fois, le gâteau de départ, c'est toujours l'impôt des Français. C'est-à-dire qu'on parle de la transition. Nous avons voté cette nuit le plan d'accompagnement des 400 millions pour aider les agriculteurs à passer au bio, puisque nous avons dit aussi qu'à partir de 2020, toutes les cantines devraient être en bio en termes d'alimentation. À un moment donné, cet argent, il vient du même endroit. Oui, ils viennent tous de notre poche. Donc il faut arriver, et je pense que peut-être la concertation, c'est aussi ça l'idée de la concertation, hein. C'est de remettre les priorités au devant de la scène, que chacun puisse s'exprimer à un moment donné sur ce qui est important. Parce que quand vous parlez avec les familles, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, tout le monde est d'accord pour plus de plastique dans les écoles parce que ça transmet les produits chimiques. Donc ça, on l'a voté dans le cadre de la loi. Et puis on veut plus de bio dans les cantines. Mais il faut aider, il faut accompagner de lois et de taxes et d'exemptions de taxes. C'est cauchemardesque. Il faut aussi que nous réfléchissions, nous individuellement, tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que nous sommes drogués aux subventions, aux aides d'État, aux lois. Pour n'importe quel problème. Attendez, Françoise. Non mais bon, drogués, d'accord. Nous sommes addicts. Non mais alors je peux finir ma phrase. Non, je dis que nous voulons ni d'un côté ni de l'autre. Je finis juste ma phrase. Je finis juste ma phrase. Oui, merci. Juste pour finir la phrase, je pense que nous voulons tout le beurre et l'argent du beurre. Mais si, bien sûr que oui. Nous voulons, dès qu'il y a quoi que ce soit, nous voulons une loi, nous voulons une aide, etc. Nous avons besoin de remettre les choses à leur place. Mais vivre normalement, vous attendez tout de l'État. Il ne faut pas attendre de l'État. On attend tout de l'État, la santé, l'éducation. On n'a pas écouté les gens. Mais c'est normal d'attendre d'un État d'être bien soigné. La preuve, on ne trouve pas les gens recrutés. Ce qui est anormal, c'est le modèle que vous défendez, ma chère amie. Ce qui est anormal, c'est le modèle anglo-saxon. C'est ça qui est anormal. Et la réalité, mais bien sûr, c'est normal de vouloir bien soigner, c'est normal de vouloir avoir des bus, des trains qui fonctionnent. Faites confiance aux professionnels. Alors écoutez, on va faire la convergence des luttes, allez-y, prenez la parole. Non, mais attendez, moi je vais faire cette émission, c'est aussi l'émission de nos téléspectateurs. Nous avons Marianne des Ardennes. Marianne, c'est un beau prénom pour la République. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour. Alors vous dites, on n'y comprend plus rien. Ben non, absolument, on comprend absolument plus rien. Moi, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre dans les Ardennes et on comprend absolument plus rien aux décisions qui sont prises par le président de la République. Alors, vous, dans la vie, vous êtes salarié, retraité? Je suis un petit salarié, un petit 22 heures. Ah, j'ai pas compris. 22 heures. 22 heures. Salarié 22 heures. Vous êtes salarié 22 heures. Et vous avez un complément avec un revenu? Ben non, parce que simplement mon mari a un petit chômage de 1 000 euros. On n'a pas le droit à la prime d'activité. Et du coup, voilà. pardon Marianne, c'est probablement... Il y a combien d'argent en fait qui rentre dans le ménage par mois? 1 600 euros. 1 600 euros. Et vous êtes à 2... Vous n'avez droit à rien en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez... mon pouvoir d'achat? Donc là, il va falloir redemander la prime d'activité. Là, il va falloir redemander la prime d'activité. Vous allez rentrer dans le cas où vous allez pouvoir en Et 22 heures, et dans quel métier, Marianne? Dans le commerce. Dans le commerce. Vous êtes commerçante? Oui. Alors là, monsieur le député, vous répondez à Marianne. Très important, la CAF, le site de la CAF, caf.fr, hein, c'est pas compliqué. Il faut absolument, dès le 1er janvier, que vous alliez refaire votre calcul de prime d'activité, parce que vous allez rentrer dans les 1,2 million de Français qui vont bénéficier. Et de manière ergonomique, je le dis à tous les gens, c'est très simple, Marianne, vous allez sur le site de la CAF, il y a marqué « Demander la prime d'activité ». Il y a un onglet qui a été installé, donc c'est vraiment... il faut le faire. Alors, non, je n'aurai pas le droit parce que simplement, quand mon mari est au chômage, le chômage ne rentre pas en compte. Mais voilà. Si, bien sûr. Refaites la demande, peut-être que votre situation dans l'ancien système de prime d'activité. Mais là, dans le nouveau système, refaites la demande en début d'année. Il faut aussi inciter les gens à aller dans ce mouvement. Moi, concrètement, si j'aurais pas eu des difficultés, j'aurais pas été voir une assistante sociale qui m'aurait pas aidé. Et à partir de là, je serais encore dans la situation. Et comment aujourd'hui, l'information, clairement, elle passe pas, parce qu'on le voit là aujourd'hui, cette dame, Marianne, qui, je pense qu'on partage les mêmes difficultés, 2
d'elle-même, il faudrait qu'elle aille le faire. Mais non, il faut qu'il y ait une information. Alors, mais on le voit, monsieur, par exemple, c'est dans ce système extrêmement complexe d'un pays suradministré, il y a des gens qui ont droit au RSA qui ne le demandent pas. Il y a des gens qui ont droit à l'aide à la complémentaire santé. Et énormément de gens qui pourraient bénéficier de cette aide à la complémentaire santé. Les salaires. Les salaires de base. Oui, mais si vous mettez des gens au chômage, David Guin, en augmentant les salaires... Mais la prime d'activité pour quelqu'un au chômage, il y a déjà quelque chose d'assez illogique. Aujourd'hui, les patrons, les employeurs, aujourd'hui, se basent sur ce SMIC. Aujourd'hui, Alors, pardon. Marianne, non mais c'est un peu vous êtes la patronne. Ma mère disait que j'étais une commandeuse. Marianne, vous nous avez exposé votre situation, on comprend. Je pense que vous allez avoir droit à la prime d'activité, c'est ce que vient de dire le député. Mais imposable, donc si je paye pas d'impôt maintenant, j'en payerai l'année prochaine puisque c'est une prime d'activité qui est imposable. Voilà. Fou là, c'est kafkaïen. Non, mais on peut pas. Enfin, c'est pas la prime d'activité qui est imposable. C'est qu'après la totalité de vos revenus, suivant là où vous allez être, peut-être que vous allez payer des impôts. Vous vous rendez compte, mais c'est un sketch. Ça, c'est un sketch. Après, ce que je veux dire à madame, peut-être juste 2 secondes. C'est la complexité qui est un sketch. C'est ça. C'est complètement délirant. Une prime d'activité, oui, mais elle va être imposée, mais non. C'est complètement fou. Je veux dire, on ne peut pas s'y retrouver. Je comprends, Marianne, et les gens vont devenir dingues. Donc, la première des choses, c'est d'arrêter de faire quelque chose de ça. Je pense qu'à 2 personnes à 1 700 €, vous ne serez pas imposable. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion parce que c'est complexe. Encore une fois, j'entends très bien ce que dit Marianne, et ça, c'est notre rôle de trouver de la simplification. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à un portail, peut-être pour que l'ensemble des aides soient visibles. Je ne veux pas m'avancer, mais il faut qu'on arrive à réfléchir à ça. Maintenant, ne mélangeons pas tout. Les impôts, tout le monde ne paye pas des impôts. Effectivement, par rapport à ce que vous dites, je serais étonné que madame, ou alors vous avez d'autres revenus. Oui, sur le revenu. Ou alors vous avez d'autres revenus dont on n'a pas parlé, mais non, je ne pense pas que vous allez être imposé parce que vous aurez 100 € de prime d'activité. Non. Mais c'est complexe, moi je suis d'accord avec vous, il faut faire cette démarche, allez vous inscrire sur le site de la CAF, regardez bien vos droits. Si vous faites des heures supplémentaires en 2019, si votre employeur le demande, parce que là c'est pareil, c'est l'employeur qui demande les heures supplémentaires. À 22 heures, elle n'aura pas d'heures supplémentaires. Si jamais vous en faites, vous serez défiscalisé. Oui, alors sur la question des heures supplémentaires, il y a aussi un vrai débat. Les heures supplémentaires défiscalisées, on considère aussi que ça tue la création d'emplois. C'est-à-dire qu'un salarié, un patron, un dirigeant d'entreprise, je parle sous votre contrôle, Sophie, préférera peut-être faire des heures supplémentaires salariés plutôt que de créer un nouveau poste. Il y a vraiment... ça enlève le travail au noir. Non, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a Pourquoi aussi... c'est dommage ? Dommage qu'on ait déjà, il faut pouvoir que l'employeur donne des heures. Et s'il a des heures, moi je préférais qu'il crée un emploi, clairement. Il y a deux on ne peut pas diviser le travail, c'est pas un gâteau, c'est compliqué. Vous êtes employeur, madame, mais faut aussi se mettre à la place des employés. Mais si j'ai besoin de 10 heures supplémentaires par mois... Le salarié en place, il est formé, il connaît l'entreprise. Mais des fois aussi, la disposition de faire des heures supplémentaires, c'est finir plus tard ou commencer plus tôt. Et ça engage quoi ? Ça engage peut-être une nounou. Mais ceux qui vont faire l'effort, parce que c'est un effort de faire des heures supplémentaires, les salariés n'ont pas forcément envie de le faire. Ils le faisaient déjà, l'effort. Alors, Marianne, donc, vous attendez des éclaircissements, vous trouvez que tout ça, c'est un fouillis épouvantable, vous y retrouvez pas, et vous attendez maintenant des explications ? Ben oui, parce que je pense que là, ils nous font tourner en bourrique. Une semaine, c'est quelque chose, une semaine, c'est un autre. C'est pourquoi faire ? Pour tuer le mouvement des Gilets jaunes. Ben non, ça marche pas. Vous croyez que c'est fait pour tuer le mouvement des Gilets jaunes ? Mais c'est peut-être le... Parce que c'est lié. Bah oui, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le mot apaiser ? Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement, Marianne, si de vous vouloir êtes satisfaire les Gilets jaunes. De vouloir prendre des mesures destinées à apaiser un mouvement. Sinon, qu'est-ce que vous voulez ? Que le gouvernement leur cogne dans la figure en disant, en les énervant ? Allô, Marianne ? Oui. Marianne, bon, je crois que là, on s'est perdu. On s'est perdu avec Marianne, on l'entend plus. Simple, Roselyne, objectivement, ce que disent les gens là, dans la complexité, prime d'activité, etc., ce que les gens ne comprennent pas, parce que, évidemment, personne n'est économiste et surtout pas membre de Bercy et vraiment du gardien du Trésor, les gens ne comprennent pas pourquoi, personne n'est parfait. C'eût été
plus simple, tout simplement, d'augmenter simplement le SMIC. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, le bon sens dit, mais pourquoi être passé par la prime d'activité, etc., et passer et remonter, augmenter le SMIC? Alors on sait malheureusement que... Mais c'est mathématique, que quand vous augmentez le SMIC, il y a une baisse de l'emploi. Je connais vraiment les explications de Muriel Pénicaud, etc. Mais la réalité, encore une fois, c'est qu'on arrive, vous risquez d'arriver à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en voulant faire un train de mesures complètement segmenté auquel personne ne comprend rien, politiquement, vous perdez la bataille. Et pourquoi pas faire ces mesures et pourquoi pas faire comme l'impôt? Il est automatisé, l'impôt, aujourd'hui. On a les capacités de faire les choses. Pourquoi pas automatiser lorsque les personnes peuvent percevoir une aide parce qu'elles sont en difficulté? Mais il faudrait calculer chaque personne. Alors, on a Marie-Lyne de la Drôme. Tout à fait. Monsieur le député, ça va vous concerner parce que Marie-Lyne, elle ne croit plus en rien. Bonjour Marie-Lyne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, Marie-Lyne. Merci d'être avec nous. Alors vous finalement, non seulement vous n'y comprenez rien, mais vous ne croyez plus en rien, si j'ai bien compris. Ben oui, parce que les annonces qui sont faites sur les médias, tout ce qui est de l'État, eh ben ils reviennent toujours sur les décisions. Donc les médias de l'État, peut-être pas complètement, mais enfin, allez-y. Donc voilà, moi hier j'ai entendu l'Assemblée nationale, Agnès Buzyn, qui disait qu'il n'y aura pas d'augmentation sur la mutuelle. Oui. Ben, c'est faux, parce qu'hier j'ai appelé justement ma mutuelle, parce que ils m'ont augmenté justement. Elle a demandé à négocier. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, Marie-Lyne. Elle a augmenté de combien votre mutuelle là pour au 1er janvier? Elle augmentera de combien? Alors, je vais vous dire, à ce moment, je paye 89 €. 89 € par mois et au mois de janvier, on m'augmente je payerai 96 €. Bien sûr. 96 €. Toutes les mutuelles augmentent, vraiment. Elles augmentent, mais pourquoi? Parce qu'on a tout déplacé pour faire des économies à l'État. On déplace sur les mutuelles. On vous rembourse plus, débrouillez-vous. C'est le zéro reste à charge. Laissez parler Marie-Lyne. Attendez, parce que moi, je vais vous dire, j'ai fait la demande d'ACS. Parce que d'aide à la complémentaire santé. Oui, et puis finalement, plus on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, et finalement, non. Là, Vous n'y avez pas droit à l'ACS? J'ai droit à l'ACS. J'ai eu la mutuelle et OVI. Et la mutuelle et OVI m'ont augmenté pour le mois de janvier 96 €. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais pardon, Roselyne, vous êtes le ministre de la Santé. Excusez-moi. Et les assurances sont J'ai quand même 2 enfants en situation de handicap. Il y a des clauses. Donc ça, il faut prendre en compte. C'est pas parce qu'ils sont à 100% par rapport à leur maladie que tout est remboursé. Ça, c'est faux. Voilà. Non, mais c'est du concret. Merci, Marie-Lyne, d'être intervenue. Là, j'interromps le débat. On pourrait continuer très longtemps. Je vous donne le résultat du sondage, les enfants. Hier, les députés de la majorité, on remercie Marie-Lyne, ainsi que Marianne et Claude, qui sont intervenus sur notre antenne. Hier, les députés de la majorité ont fait reculer le gouvernement. Alors j'avais posé la question, on les a élus pour ça, ce sont des démagos, un manque de loyauté. 63% des gens qui ont répondu ont dit, monsieur le député, on les a élus pour ça, faut continuer. 22% ce sont des démagos, 15% c'est un manque de loyauté. Oui, on les a élus pour ça, ça veut dire aussi, il ne faut pas se plaindre non plus. Non, c'est pour nous défendre. Alors moi, en tout cas, j'ai élu pour ça, j'ai élu Audrey pour ça. Pour qu'elle continue, un peu de calme sur ce plateau. Bonjour Audrey, on est heureux de voir que Audrey Anco nous a préparé, mitonné, un repas succulent. Oui, excellent. On va revenir sur ce cafouillage au plus haut de l'État hier avec Alain Duhamel qui sera notre éditorialiste, avec 2 figures des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy, Jacqueline Moureau, avec Mathieu Orphelin, député La République En Marche. Je vous signale que Mathieu Orphelin est député de la première circonscription de Maine-et-Loire où j'ai sévi pendant 25 ans. On va parler de vous, tiens. On parlera aussi de la fronde des policiers qui continue. Denis Jacob du syndicat alternatif Police Nationale sera avec nous. Monia d'ailleurs nous fera vivre les conditions de travail des policiers. On fera un peu un vie ma vie. Le docteur Kierzek nous parlera de ce bras de fer d'hier entre l'Élysée et les complémentaires santé au sujet de cette promesse d'Emmanuel Macron du reste à charge zéro.
Pas sûr qu'il reste 0. Benjamin Cruard nous parlera des images fortes que les Gilets jaunes ont ces dernières heures balancées sur leur page Facebook. On revivra ça ensemble. Et puis Thierry Moreau nous parlera de la colère de Stéphane Bern au sujet de la taxation du loto du patrimoine. Il dénonce une nouvelle fois, la déconnexion des députés de la majorité. Ah ben voilà, donc papa, ça va cogner dans tous les coins. C'est notre boulot, voilà, cogner dans tous les coins en tout cas. On vous retrouve demain, dès 9h dans l'heure de Bachelot, et passez une très bonne journée que vous allez évidemment passer sur LCI, on l'a deviné.